Salut à tous, c'est Pixay, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant. Avant même de parler du film, peut-être que vous avez remarqué, mais j'utilise maintenant un micro Blue Yeti, ce qui veut dire que le son va être beaucoup plus agréable. En tout cas, je l'espère. J'ai fait les tests et il a très bien marché hier, il se trouve juste à côté là. Et voilà, j'espère qu'il va bien fonctionner, qu'il va pas se couper. C'est vraiment les premières fois que j'utilise, mais en ayant déjà fait des tests, il a très bien fonctionné. J'espère qu'il va continuer comme ça, donc voilà, j'espère juste que là le son va pas se couper au milieu de la vidéo, mais il n'y a pas de raison. Sinon, La planète des singes Suprématie, réalisé par Matt Reeves, c'était le réalisateur du second Planète des singes, mais pas du premier, et donc dans cet opus on retrouve toujours l'excellent Andy Serkis, cette fois-ci aux côtés de Woody Harrelson, puisqu'on sait que dans cette trilogie La planète des singes, on aimait bien switcher entre les persos centraux, les persos secondaires, on retrouvait jamais les mêmes protagonistes dans cette histoire, ça se renouvelait à chaque fois. Il y a aussi la jeune Amia Miller qui va jouer le rôle d'une enfant dans cet opus. Alors c'est La planète des singes, on retrouve un peu du plaisir, mais moi il y a un problème, tout de suite, ça fait l'effet Hobbit. Et c'est assez choquant pour ma part, je trouve que ça saute aux yeux. Je m'explique en fait, c'est quoi le principe de l'effet Hobbit selon moi? C'est que on a un premier épisode, enfin moi il faut que je parle un petit peu d'abord de La planète des singes, je veux dire des deux autres opus pour pouvoir m'expliquer, mais je suis très fan. J'adore le 1, j'adore le 2, pour moi le 2 est le meilleur, je vais l'expliquer. Parmi les trois, La planète des singes, l'affrontement est celui qui m'a vraiment le plus marqué, était celui qui était le plus intelligent. Le premier était très intelligent aussi dans la façon de mettre en singe, de mettre en scène les singes et de montrer leur ascension jusqu'au pouvoir, jusqu'à l'intelligence et leur indépendance. Donc voilà, vraiment une saga qui s'achève ici avec ce troisième opus, La Suprématie. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est que malheureusement on a déjà fait le tour et que c'est terminé. L'histoire était déjà conclue à la fin du 2. Ce qu'on va raconter ici est dans la même trempe, dans la même veine que les deux autres opus. C'est toujours brillant, vraiment, c'est beau. Visuellement parlant, on a toujours des singes qui sont magnifiques, qui sont plus vrais que nature, les décors sont superbes. On a un scénario peut-être un peu moins riche, un petit peu moins époustouflant si c'est ça. Et donc voilà, l'effet Hobbit, le 1 j'ai adoré, le 2 était spectaculaire, sensationnel, et le 3, il y a plus rien à raconter. L'histoire est déjà conclue, et du coup le propos ne tient sur peu de scènes, sur peu de contenu, et sur peu d'intérêt. C'est le moins intéressant des trois, malheureusement, ce Planète des singes Suprématie n'a plus grand chose à nous expliquer, à nous raconter, et ne va pas faire beaucoup évoluer la situation. En effet, la situation des singes, la situation de la planète, des humains ne va pas beaucoup évoluer. Et voilà le problème, c'est tout là le truc de base, c'est que il y avait peut-être pas assez de matière pour ce dernier épisode. Je sais pas ce qu'il fallait faire de plus. Il fallait pas enlever, on pouvait rien faire de moins, on pouvait pas enlever des séquences ou quoi, il y a rien qui me gêne, mais il y a un sacré effet de manque il n'y a pas cet aspect conclusion ou très peu, et il y a quelque chose aussi, enfin je veux dire quelques éléments qui me gênent pas mal malheureusement. Il y a quelques petits trucs pas forcément cohérents, pas forcément intelligents, mais ça reste très sympathique pour La planète des singes, qui est une saga que j'adore beaucoup. Elle est discrète, mais elle était ô combien efficace, puissante, et franchement, elle était remplie d'intérêt et c'était très inventif, elle était maline. Il y avait vraiment cet esprit, comme les singes, qui voulait que le film se développe. Et parmi ce qu'on pense, voilà, c'est le message de fond, vraiment la question qui se pose dans La planète des singes, n'importe quel épisode, c'est qui se croit le plus intelligent. Alors nous sommes en partie non spoiler, on va commencer tout de suite. Je vous propose de commencer par les acteurs, par le jeu. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, le principe de La planète des singes, c'est que le casting est sans cesse renouvelé, en tout cas parmi les humains. Ce ne sont jamais les mêmes protagonistes dans ce camp-là, d'un film à l'autre. Donc là on a l'arrivée de Woody Harrelson, on va parler de lui tout de suite au début, mais sans spoil. Alors j'essaye de pas spoiler et on parlera ensuite de tout ce que vous devez découvrir dans le film si vous l'avez vu ou si vous en foutez de vous spoiler. Bon, Woody Harrelson, par rapport à la bande-annonce, forcément c'est le méchant de cet opus. Alors ce qu'il va apporter est super sympa au début, va vraiment faire progresser l'histoire et nos personnages. Et là ça pose une tension, ça pose un élément qui est inattendu. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Et le personnage a vraiment ce mystère parce qu'on en parle dès le début, mais il tarde vraiment à apparaître à l'écran. C'est pas tout de suite. Il va falloir attendre, je sais plus combien de temps dure le film, mais au moins une bonne demi-heure. Et même après l'avoir vu, c'est vraiment une intrigue en soi. Ce personnage-là est très mystérieux, va être très bourrin. Ça va vraiment pas être le même genre de méchant que Gary Oldman dans le 2, qui n'était pas vraiment méchant, mais qui était voilà un personnage triste, un personnage perturbé et qui ne savait pas vraiment quelle était la bonne solution, donc à la fin il faisait tout péter.
Là vraiment le personnage de Woody Harrelson est un vrai ennemi des singes. Ça va pas être un traître, ça va pas être un tortionnaire, je ne pense pas, mais c'est vraiment l'ennemi des singes. Tout singe qu'il va croiser sur sa route est en danger, est un singe mort, pour la plupart. Andy Serkis, son jeu est en progression, et son personnage aussi. Je prends juste l'exemple de la parole dans le premier Planète des singes. César hurlait seulement un seul mot, il était là. Non. Dans le 2, ils commençaient à faire des phrases, ils utilisaient toujours le langage des signes, mais de plus en plus de singes arrivaient à s'exprimer. Il y avait un peu cet accent simiesque, forcément, un peu homme des cavernes, parce qu'ils avaient toujours un peu de mal à formuler des phrases, mais ils arrivaient vraiment de plus en plus à parler. Et là, dans la Planète des singes Suprématie, César parle parfaitement. Il va pas parler tout du long, il va toujours utiliser parfois le langage des signes avec les autres singes. Ça va pas être vraiment un singe qui s'exprime non-stop avec de la parole, pas du tout. Mais par contre, quand il a envie de parler, il parle comme vous et moi, sans aucun accent, avec des verbes, des noms, des adjectifs, tout bien mis en place, voilà, pour que ça fasse une jolie phrase. Donc rien que ça, c'est intelligent. Ça, c'est vraiment un tout petit point qui... C'est un détail, mais ça a vraiment son importance pour voir la progression qui est toujours en mouvement. Les singes continuent encore leur apprentissage, leur progression, et leur intelligence ne fait que croître. C'est pas fini, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la conclusion de cette histoire, mais on voit que l'évolution ne s'arrête jamais, et que, admettons qu'il y ait un quatrième épisode ou je ne sais quoi, je le souhaite pas, parce que bon, la conclusion est quand même bonne, même si elle manque de beaucoup de choses à mon goût, mais admettons qu'il y ait un quatrième opus qui vient, je pense qu'on verrait les singes de moins en moins à quatre pattes, on les verrait de plus en plus debout. Voilà, en fait, c'est ça l'idée. C'est de se dire que les singes que vous avez vus dans le premier opus, qui commençaient tout juste à se libérer, à devenir indépendants, sont des singes maintenant tout à fait primitifs par rapport à ceux qu'on a maintenant dans ce troisième épisode, où là, il y a vraiment la communauté qui s'est mise en place. On avait déjà ce campement tribal qu'ils avaient dans le 2. Les singes n'arrêteront jamais de progresser. Tout comme les humains d'ailleurs, c'est ça aussi le message du film. Je vais parler d'Amia Miller, c'est cette petite fille donc dans le film, et Logan. J'ai tout de suite pensé à ça. Avec l'autre petite morveuse là que j'ai détestée dans Logan, qui est pas expressif pour un sou, qui savait pas parler l'anglais, et à la fin elle te déblatait un putain de monologue de ouf sur un film qu'elle avait vu une seule fois dans sa vie et qu'elle te faisait mais les 50 phrases dans le bon ordre et sans se tromper. Elle tirait la gueule et elle savait jouer rien d'autre que la nana. Ça voilà. Elle m'énervait, elle m'a gonflé. Voilà l'exemple avec Amia Miller d'un enfant de 7 ans je crois, elle a 7 ans, qui est magnifique, qui est grandiose dans le rôle. Ce qui est plus con, par contre, encore une fois, il y a des aspects sur lesquels je suis mitigé, c'est que, je vais en parler en partie spoiler, la fin de ce personnage est what the fuck, n'a aucun sens pour elle, je vous en parlerai, voilà. Mais par contre, elle n'a pas d'utilité. Ça aussi c'est pareil, ça fait partie des points mitigés, elle ne sert pas du tout l'histoire, si ce n'est insérer quelques moments un peu larmoyants. Ce qui est gratuit, ce qui est tout à fait gratuit. Et c'est d'autant plus con que ces moments sont parfaitement bien joués par Amia Miller. Je ne vais pas vous spoiler en disant ça, rassurez-vous, mais en fait, les singes vont la retrouver et on voit qu'elle se sent pas bien. Je vous dis ça, je vais pas expliquer pourquoi parce que ça fait partie de l'intrigue, mais elle se sent pas bien. Et ils décident de la recueillir, de la prendre avec eux parce que voilà, les singes ont quand même du cœur. C'est vraiment tout comme les humains. Voilà, il peut y avoir des mauvais, il peut y avoir des bons. Rien n'est jamais fixe et on ne peut jamais se prétendre être figé et être une seule façon d'être. Il y a forcément plusieurs façons de réagir, voilà, parmi les singes ou parmi les humains, et donc ils décident de la prendre avec eux par bonté. Donc voilà, premier moment un petit peu émouvant, où voilà, il y a les singes qui disent non, on peut pas l'emmener avec nous, et il y a Maurice qui dit moi je sais que c'est pas bien de la prendre avec nous, que c'est un risque, mais je ne l'abandonnerai pas, ça fait pas partie de ce que je défends comme valeur. Donc on a des messages profonds, voilà, des petits trucs sympas, qui ne sont absolument pas découvertes dans cet opus, puisque c'était déjà un petit peu le cas dans le 1 comme dans le 2, ces moments où on essayait d'être sympa avec les humains. Et après, bon ça c'est du spoiler, mais il y a un moment aussi où forcément il va y avoir encore plus d'émotions suite à une relation qu'elle entretient rapidement, très rapidement, mais efficacement avec un autre personnage. Et voilà, les connexions qu'il va y avoir entre eux, qui sont vraiment très subtiles et très rapides, mais qui apportent encore un petit moment où vraiment elle prouve que, pour une enfant de 7 ans, chapeau. Donc ouais, Amia Miller, je suis quand même vraiment pas déçu de son apparition. Juste, elle aurait vraiment pu être plus utile, plus bénéfique pour ce film. C'est ça qui est vraiment un peu dommage. Parce qu'elle est quand même sur l'affiche en plus, c'est ça le truc. Elle est là, derrière César, et je me disais, qu'est-ce que ça va être l'intrigue autour de cette petite fille? Et malheureusement, elle a aucune intrigue en fait. Aucune. Je ne me rappelle absolument pas
m'être dit à un moment dans le film, les décisions des personnages, leurs péripéties, leurs actions vont être tournées en fonction de cette petite fille. Non, elle va juste rejoindre un petit peu la bande des singes, essayer un petit peu de les aider, mais à aucun moment elle ne va être en danger, je crois, ou elle va être capturée. Non, non. C'est ça qui est con. Vraiment, elle aurait pu être le cœur du film, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment la relation entre un humain et le singe qui est au cœur du film, que ce soit avec James Franco ou avec le héros du deuxième opus dont je ne me rappelle plus le nom, cet acteur, voilà, c'était beaucoup plus fort ces relations. Et là en fait, dans ce film-là, les relations vont être beaucoup plus tournées entre César et Woody Harrelson. Et donc ouais, pour finir ici en partie non spoiler, bah voilà, comme je vous l'ai dit, il va y avoir aussi un moment où la première moitié du film en fait est riche, continue bien l'histoire, il y a vraiment une bonne transition, il y a même ce début où vraiment l'ouverture du film avec les écritures en gros qui retracent pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premiers les événements, le passé des singes et des humains, comment le virus s'est répandu. Et ce qui me gêne déjà aussi un peu plus avec cet épisode, c'est qu'on n'a plus du tout cette conséquence mondiale et internationale du virus et de la suprématie des singes, qui était vachement bien expliqué à la fin du 1 avec le générique où on voyait le virus se répandre via les aéroports, et le début du 2 en gros où il y avait les messages télé, les messages radio, où on comprenait la progression, les proportions que prenait ce virus et l'intelligence des singes qui amenait petit à petit l'humanité vers son extinction. Malheureusement, on n'est plus du tout dans ce délire-là. Ou vraiment très peu, hein. C'est 5-10% du film, ce point de vue-là, hein, ce point de vue pandémie. Et ça m'a beaucoup gêné de ne pas retrouver ça. Une des intrigues du 2 aussi, c'était pour cette colonie d'avoir une communication avec l'extérieur, avec d'autres colonies possibles, ou avec les militaires, afin d'être sûr de pouvoir recoloniser la planète, de pouvoir reconquérir les États-Unis, entre autres. Enfin voilà, ils voulaient vraiment. La communication, c'était ce qui avait de plus important pour eux afin de reprendre le contrôle. Et c'était vraiment quelque chose d'intelligent et qui était normal. C'était normal d'avoir ce but-là pour les humains dans le 2, ça se comprenait et c'était vraiment quelque chose d'important pour eux au point de déclencher une guerre avec les singes, ça se comprenait. Ici, tous les problèmes des humains, tout ce qui va se passer, il va y avoir encore un autre truc dont je vais parler en partie spoiler aussi, mais tous les problèmes qu'il faut gérer pour les humains sont bizarres, n'ont plus de rapport avec ça, sont tout à fait différents, en quelque sorte, découlent d'autres choses, et c'est plus du tout on dirait maintenant c'est une extermination, je vais pas aller trop loin après sinon c'est du spoiler, mais voilà, le but est d'exterminer les singes dans celui-là, proprement, et sans aucun truc après derrière, sans aucune perspective d'après. Ce qui est un petit peu con. Il n'y a plus du tout voilà, l'aspect spirituel du truc, l'aspect mondial qui manque. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas vous spoiler, entre autres, eh bien c'est le moment de s'arrêter. Donc je vous conseille quand même d'aller voir La Planète des Singes, qui est vraiment le troisième et dernier film, voilà, qui apporte quelque chose de plus, mais pas grand chose non plus malheureusement, mais ça fait... Le travail est fait, on aurait pu aller plus loin, on aurait pu pousser le délire plus loin. Peut-être même qu'il aurait été intelligent de retrouver pour une fois les personnages du 2, qui vraiment étaient plus utiles, plus enrichissants que beaucoup des personnages de ce troisième opus, parmi les hommes en tout cas. Mais sinon, si vous êtes fan comme moi du premier et du 2, je pense qu'il est possible d'apprécier énormément, l'air de rien, ce troisième opus, chose qui n'a pas été mon cas. J'ai apprécié cette fin, mais elle reste pas mémorable pour moi. Voilà, maintenant on passe en partie spoiler. Dans cette partie spoiler, on va notamment parler de plein de nouveaux personnages. Je vais commencer par ce comic relief qui s'appelle Méchant Singe apparemment, et qui nous permet enfin de rigoler, franchement, dans un épisode de La Planète des Singes avec un singe qui est intelligent, mais qui fait vraiment office de comic relief, pas ridicule, il est pas débile, mais c'est ses réactions à chaque fois. C'est pas ce qu'il va faire, ou c'est pas parce qu'il est con, ou... Non, non, pas du tout, c'est vraiment qu'il est en décalage avec tous les autres singes, et donc il a pas les mêmes façons d'agir, il a pas le même vécu, ce qui forge toute sa personnalité, et contrairement à son nom, Méchant Singe, il est absolument gentil, hein. Il va aider, il va rejoindre la colonie en quelque sorte, il va aider César, il va aider le personnage de Amiya Miller, il est vraiment gentil, mais en fait il s'appelle Méchant Singe, et là aussi il y a une signification profonde dans son nom, il s'appelle Méchant Singe parce que les humains n'arrêtaient pas de lui dire tu es un méchant singe, tu es un méchant singe, et donc il a fini par se baptiser lui-même de la sorte. Voilà, c'est pareil, c'est son vécu, c'est son ressenti.
forcément, à force de taper dedans, à l'appeler comme ça, bah, lui-même pense qu'il s'appelle comme ça. Même pour des singes intelligents, ça a du sens. Alors oui, aussi, il faut parler de ça, j'ai totalement oublié, mais en partie spoiler, ce qu'il faut marquer, enfin, la façon de marquer le coup dans cet opus, c'est de déclencher les événements avec un événement déclencheur qui tape bien dans l'art pour certains, mais je ne l'ai pas trouvé si utile que ça au final, et pas si exploité que ça. En début de film, le personnage de Woody Harrelson, voilà comme je vous dis, qui est plus dans l'extermination que dans la compréhension et dans la conquête, il est vraiment dans le... Il veut massacrer les singes, un point c'est tout, et peu importe s'il doit en mourir ou quoi. Et alors qu'il devait aller tuer César, eh bien il tue son fils, l'aîné, et il tue la femme de César, ce qui fait que César a perdu presque toute sa famille, il reste plus que le tout petit qu'on voyait dans la planète des singes, l'affrontement, qui lui heureusement a survécu. Ce qui fait naître en César une volonté de se venger, fatalement, de retrouver cet humain et de le tuer. Et là, il y a tout un petit truc où voilà, il a des hallucinations avec Koba qui revient, et il a en fait l'envie de ne pas sombrer dans cette vengeance et cette noirceur, comme l'a fait Koba. Il va vraiment combattre ça. Mais pour en revenir à ce que j'ai dit, on aurait pu encore une fois faire mieux. Cet élément déclencheur est profond, et j'ai retrouvé plus de violence, plus de détermination chez César dans le premier et le deuxième opus que dans celui-là. Alors après vous allez me dire, oui mais bon dans celui-là justement, César essaye de ne pas être violent, de ne pas devenir comme Koba, donc il contient sa rage. D'accord certes, mais dans ces cas-là ça servait à quoi d'éliminer sa famille si le truc c'est qu'il va contenir sa rage et qu'il va pas se déchaîner. César, on savait qu'il ferait toujours les bons choix, qu'il était le plus intelligent, le plus pacifique possible. Ça sert à rien d'en remettre encore une couche. Il fallait rendre intelligente la disparition de sa famille. Et quitte à se dire qu'il soit le plus intelligent, bah, il aurait quand même tué Woody Harrelson à la fin, peut-être pas d'une balle dans la tête, mais je ne sais pas, ou alors il l'aurait laissé crever. À un moment, j'ai vraiment l'impression qu'il a de la pitié pour lui. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais il peut ne pas le tuer, admettons. Ça peut se passer. Mais l'épargner comme il l'a fait, non. Dans ces cas-là, il faut sortir une phrase en mode crève toi-même, connard, un truc comme ça. Je sais pas, pour vraiment expliquer le dégoût qu'il a pour ce personnage. Parce qu'à la fin, j'ai presque l'impression qu'ils se comprennent mutuellement et ça peut pas fonctionner. Non. Après ce qui s'est passé, après ce que veut faire le personnage de Woody Harrelson, alors je l'appelle comme ça parce qu'il a pas de nom, on l'appelle le colonel dans le film, le colonel, donc on va l'appeler comme ça. Et tu peux pas rejoindre les deux personnages au milieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les relations qu'il y a eu entre ces deux personnages auraient pu largement plus servir le film, être encore plus au cœur de l'intrigue, ou pas, mais je sais pas, mais c'est pas la meilleure relation que j'ai vue dans un Planète des Singes. Mais bon, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on fera pas pire que Le Secret de la Planète des Singes, qui est le... ce qui se passe, c'est que je suis en train de me faire les anciens, ceux des années 60-70, parce que je les connaissais pas, je les avais jamais vus. Le premier est excellent, j'ai vu le 2, qui est à chier, et là j'hésite du coup à voir les autres, donc bon. Bon après je vais peut-être pas parler de tous les personnages, mais il y a aussi ce militaire au début, ça faut que j'en parle, parce que là c'était jouissif, pour le coup, ça faisait du bien, ça faisait plaisir. En fait en tout début de film, il y a une attaque des humains contre les militaires, et d'ailleurs, juste pour pimenter un petit peu le truc, ce qui était pas mal comme idée, ils prennent en fait des singes qu'ils appellent les mulets, qui rejoignent les hommes par vengeance contre César. C'est les anciens fidèles de Koba, et ils supportent pas de voir César au pouvoir, donc ils rejoignent les humains. C'est un petit peu tiré par les cheveux aussi, mais ça donnait un petit peu de fond dans cet opus-là en particulier. Le fait de dire que les singes, ça c'est important et ça c'est bien traité, les singes qui sont dans les deux camps. Pourquoi pas. Et donc ce militaire, comme je vous l'ai dit, il attaque au début et César ne le tue pas, il arrive à le capturer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que César va lui dire tu te casses, tu vas dire à ton colonel que la guerre j'en veux pas, et si vous revenez cette fois-ci, je vous pète la gueule. Et la plus grosse erreur qu'il ait fait dans ce film, c'est d'avoir épargné ce putain de militaire qui, à aucun moment, n'a eu un petit peu de bonté en lui, n'a jamais eu ce petit truc de se dire putain je lui dois la vie, il a pas été méchant avec moi, et il m'a sauvé la vie, il m'a épargné. Littéralement ce petit militaire, là, ce sergent, je sais pas quoi là, c'est un enculé parce que on va le retrouver après forcément dans les scènes où les singes sont dans des camps. Et il va pas hésiter à être une vraie pétasse avec César, il va lui tirer une flèche sous le bras, ce qui va faire que César va mourir à la fin, et ça je vais vite fait en parler avant la conclusion. Et au moment où il allait achever César, là on voit un des mulets qui finalement revient dans le bon camp, lui fout un coup de lance-grenade dans la gueule, et il y a eu le truc qui m'a... Oui, enfin voilà, qui te libère toute ta joie en toi. Alors le gars était là, était prêt à viser César, il explose et on voit le casque qui remonte, un peu façon... Le monde perdu quand le camion entier tombe et que le pneu remonte
jusqu'au bord de la falaise. Alors, franchement, cette scène faisait du bien, hein. Dans le genre, mec, fallait pas trop déconner là, bah va te faire foutre, allez. Deuxième moitié du film, je trouve qu'on tombe un peu dans la banalité avec ce Auschwitz des singes. C'est pas ce qu'il y a de plus inventif, c'est vu et revu. Et surtout, il se passe pas grand chose à ces moments-là, si ce n'est qu'on voit la souffrance des singes, leur travail. Bon, oui, mais ce sera toujours moins parfait, moins réussi que ce qu'il y avait à raconter, encore une fois, dans les autres opus. Ça tourne un peu en rond, on a fait le tour, on a déjà vu cette relation où le singe est réduit plus bactère. C'était déjà le cas dans le premier opus où ils étaient tous dans l'espèce de refuge pour singes où il y avait le personnage de Drago Malfoy, là, Tom, je sais plus qui les maltraitait, qui se foutait de leur gueule. Voilà, on a déjà vu ça dans le premier. J'aurais voulu vraiment voir autre chose que cette capture des singes où ils sont tous enfermés les uns les autres et qu'ils essaient de s'enfuir. On a déjà vu ça. C'est con de remettre ça. Franchement, c'est con de l'avoir remis, ouais, parce que là, ça fait pas du tout progresser le film, ni nos personnages. Parce qu'après, le but de fin, le seul objectif qu'il y a pour conclure cette trilogie, c'est de libérer les singes et de se barrer. C'est plus du tout légendaire, c'est plus du tout, voilà, on perd cet aspect grandiose qu'il y avait autour de la question des singes. Là, la question finale, c'est se barrer et échapper aux humains. Les conclusions et les accroches de fin sur lesquelles on était resté sur les deux autres opus étaient encore une fois bien plus à la hauteur que ça. Et pour terminer là sur cette partie spoiler, avant d'attaquer la conclusion, la fin aussi me dérange beaucoup avec César qui meurt suite à une petite flèche sous le bras. Alors apparemment c'est parce qu'elle s'est infectée. Bon, d'accord, mais une petite flèche sous le bras, je veux dire, après tout ce qu'il a vécu, il n'a pas vraiment été beaucoup blessé dans le film, mais il y a déjà eu un de ses potes qui est mort. Oui, chose dont je devais parler aussi avec Anya Miller, voilà, c'est ça qui déclenche en fait le personnage de Anya Miller, c'est cette mort du gorille avec lequel elle avait un petit truc avec sa fleur qu'elle lui met voilà, derrière l'oreille. Petite scène sympa aussi dans le jeu de l'actrice, mais qui n'a pas vraiment servi non plus le film. Donc César meurt en ayant sauvé toute sa colonie, et donc voilà. Le gros problème qui reste, c'est le personnage de Anya Miller, qui est Nova en fait, en référence au personnage des vieux planètes des singes des années 60-70, et aussi forcément au roman de Pierre Boulle, roman français d'ailleurs. Mais pourquoi elle termine avec les singes? C'est une humaine. Alors certes, les humains, on sait que c'est le bordel, qu'ils sont en train de s'auto-détruire, plus ou moins. Oui, vraiment, si. C'est pas plus ou moins, ça c'est sûr. En mettant... J'ai eu un tilt là d'un coup dans le cerveau. Je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a des scènes où on les voit vraiment s'autodétruire. Voilà, ils sont l'outil de leur propre destruction, c'est même plus les singes là, c'est vraiment eux. Par contre, ce qui me gêne, c'est que, en sachant ce qu'elle a, que en gros le virus est en train de progresser lui aussi, de muter, de se transformer, et qu'elle va redevenir primitive, bah pourquoi elle termine là? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle? Et quel avenir elle a parmi les singes? Elle ne pourra jamais plus être avec d'autres humains. Ses parents sont... Voilà, moi je sais pas, les singes vont devenir de plus en plus intelligents et elle va devenir de moins en moins intelligente, la pauvre. Dans les premiers films, je sais pas, avec Nova, elle est jamais consentante à aller et rester vivre avec les singes. C'est pas possible pour elle, donc j'ai pas vraiment compris. Il aurait vraiment fallu cette fin où les singes arrivent à lui trouver une famille d'adoption, et voilà. Et là, il y aurait eu encore plus de petits moments, parce qu'il voilà, il aurait fallu qu'elle abandonne les singes, voilà, qu'il y ait eu les adieux. Ça aurait été pas con. Ça aurait été assez conventionnel comme fin, mais c'est ce qu'il fallait. Car là, il n'y a aucun sens pour elle de rester avec les singes. Aucun. Oui, on court dans la prairie en mode petite maison dans la prairie, mais qu'est-ce que tu vas foutre après avec eux? Conclusion, il y a quelques petites faiblesses dans ce long métrage. Il m'a paru même un peu long. Par moments, j'étais un peu... ouais. À part le personnage pour moi de méchant singe qui est parfaitement réussi et qui apporte un peu de fraîcheur, les autres sont maladroits, mal exploités. La disparition de certains personnages ne sert pas à grand chose, n'est pas non plus vachement importante, ni intéressante. Et voilà, c'est dommage, c'est vraiment l'effet Hobbit, hein, comme je vous l'avais dit, où dans le troisième film, on a fait le tour, on n'a plus rien à raconter. On commence un peu à tomber légèrement dans la redite, dans des scènes qu'on connaît, qu'on a déjà vues. Et c'est un peu dommage, ça reste très bien fait, ça reste de qualité, le produit fini est beau à voir, est intéressant, surtout peut-être pour ceux qui ne se sont pas plongés à fond dans les deux premiers opus, alors que moi j'étais littéralement vraiment très fan et je l'ai trouvé parfait, sans aucune faiblesse. Il n'y a rien pour moi en y repensant comme ça, bon, en faisant une critique peut-être, mais en y repensant comme ça et après les avoir vus, je me suis dit ce sont des films absolument parfaits, qui sont gérés et maîtrisés d'un bout à l'autre sans aucun petit moment de relâchement ou de mou, et ça vient arriver dans ce troisième opus. C'est comme ça, voilà, c'était comme ça qu'il fallait que ça arrive. Mais ça reste bien joué, ça reste finement joué. Après, on a fait le tour de la question.
et ce troisième opus n'est pas forcément nécessaire pour avoir les meilleures intrigues et le meilleur raisonnement de fond sur le propos principal de la planète des singes, à savoir encore une fois qui se croit le plus intelligent. Ce n'est malheureusement pas ce dernier opus qui illustre le mieux la question en fait. Voilà, ici s'achève cette critique retour gagnant pour la planète des singes Suprématie, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Alors à la prochaine, salut à tous, et je vous conseille d'aller voir la planète des singes Suprématie. Salut à tous.